Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes, sur notre, 3e, même plus que ça, oui, 4e, conférence, Claudine Piron, aussi docteur en sciences de l'éducation, vous me connaissez certainement à travers tous mes posts et sur le Cap Docteur. Je suis chef de projet, sur la transition écologique, en particulier sur les gestes métiers du conseil. Nous lançons une nouvelle édition Cap Docteur. Cette conférence va traiter du réseau, donc comment tisser un réseau qui transformera votre parcours doctoral et comment être visible avec pertinence. Et bien entendu, je vais être accompagnée avec des experts et des expertes pendant 1 heure et demie, de 14 heures à 15h30, ce qui nous permettra de partager, d'échanger, et aussi de travailler votre visibilité sur les réseaux sociaux au regard de vos recherches. Bien entendu, Cap Docteur est en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, que nous avons le plaisir de travailler, avec qui nous d'ailleurs nous choisissons ensemble les thématiques et les intervenants, et Guillemette aussi qui est derrière, qui aujourd'hui nous permet d'avoir cette visibilité avec cette plateforme. Alors, je vais, présenter au fur et à mesure mes intervenants et intervenantes. Nous allons commencer par Muriel Mazet qui va se présenter. Bonjour Muriel. Alors, je remets mon micro. Bonjour Claudine. Merci beaucoup. Merci Claudine de m'avoir invitée. Et puis, je remercie également l'APEC. Et puis, bonjour aux personnes qui m'accompagnent ici, Ronnie, Alice et Alain. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Muriel Mazet. Je suis consultante en évolution professionnelle et je suis spécialisée dans l'accompagnement des docteurs et des doctorants. Alors, concrètement, j'accompagne les doctorants, les docteurs à définir leur projet professionnel, à valoriser leurs compétences et à réussir leur transition vers l'emploi. Donc, mon activité, ma petite micro-entreprise, elle est très récente. Ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai créé cette micro-entreprise. Et avant ça, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Donc, en fait, 2 vies professionnelles. Ma première vie professionnelle, moi, je suis un pur produit universitaire, j'aime bien le dire, et j'en suis très fière. J'ai une thèse en biologie et j'ai passé une dizaine d'années en tant que chercheur contractuel à l'université. Ensuite, j'ai rejoint le secteur privé. Donc, ça, c'est un peu ma 2e vie pro. J'ai été chef de projet en recherche et développement où je faisais vraiment de la recherche appliquée. Donc, je suis vraiment passée du secteur public avec une recherche très fondamentale à la recherche appliquée et j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc, il y a 2 ans, à peu près 2 ans et demi, j'ai remis un petit peu en question tout ça, mon parcours. Et puis, en fait, j'ai pris conscience aussi il y avait des moments qui ont été difficiles dans les transitions et que, en fait, quand on est en thèse, on nous apprend à être expert dans un domaine, mais on n'envisage pas trop, on nous apprend pas trop à envisager notre avenir au-delà de la thèse. Et donc, je me suis dit, cette prise de conscience m'a dit, je vais créer quelque chose, qui va aussi peut-être me donner du sens. Et j'ai décidé d'accompagner les docteurs pour les aider à anticiper leur transition et à construire un projet professionnel qui leur ressemble. Voilà. Et j'aimerais bien dire qu'en fait, il y a une vie après la thèse, et après la thèse, après 10 ans de chercheur contractuel, après aussi le privé. Et voilà. Et j'aime bien dire aussi que la vie de la thèse mérite d'être choisie et pas subie. Voilà, merci. Merci beaucoup Muriel. On va donner la parole à Ronnie. Merci Claudine et merci l'APEC pour cette invitation. Et donc bonjour aussi à Alice, Alain et Muriel. Tu veux que je me présente là, c'est ça? Oui, tu te présentes. Alors, du coup, moi, c'est Ronnie. Je suis docteur en IA et cybersécurité depuis novembre de l'année dernière. Et en fait, pendant ma thèse, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux à propos de l'expérience du doctorat. Donc, que ce soit à travers un podcast, thèse, antithèse, synthèse, dans lequel en fait, j'ai fait interviewer plusieurs personnes du monde de la recherche pour parler de thématiques très particulières propres au doctorat, ou alors sur LinkedIn, où j'ai carrément pris le temps d'exposer mes réflexions par rapport à ce que je vivais dans mon doctorat et même parler de mon sujet de recherche. Et aujourd'hui, voilà, moi, depuis le début du doctorat, j'avais en tête de faire de l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, je suis cofondateur d'une startup, Label for AI,
on aura peut-être l'occasion de reparler, dont en fait l'objectif c'est de détecter les contenus générés par IA, donc c'est vraiment dans l'air du temps, et qui fait un peu un continuum avec mon sujet de thèse. Et donc du coup voilà, moi ce que je fais actuellement, c'est que je suis à la fois cofondateur d'une startup, en lien avec ma thématique de recherche très axée R&D, parce que je voulais montrer aussi qu'avec la recherche, avec un bagage de recherche, on est capable de faire de belles choses en startup. Et tant qu'on lève des fonds, je suis aussi une micro-entreprise dans laquelle j'effectue des missions pour différentes entreprises en IA pour me financer juste le temps de pouvoir lever des fonds pour ma startup. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de mon profil, je pense. J'ai été court, mais je pense qu'on pourra rajouter d'autres choses plus tard. Merci On beaucoup, Claudine. rajoutera, bien sûr. Merci beaucoup. Alice? Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors moi, je vous dis bonjour depuis la Belgique, de Liège plus précisément. Donc moi, c'est Alice, j'ai 25 ans et je suis chargée de communication à l'Université de Liège depuis maintenant 2 ans et demi, quelque chose comme ça. C'est mon tout premier emploi après mes études. Et alors, je suis un peu l'outsider de cette rencontre parce que moi, finalement, la recherche n'est pas tant que ça mon domaine. Moi, le core business de mon métier, c'est vraiment de toucher les étudiants de mon université et aussi les futurs étudiants. Mais j'ai un peu touché à la recherche à travers différents contenus que j'ai publiés sur les réseaux sociaux de mon université. Et vous en avez peut-être vu passer un qui est la fameuse vidéo où j'ai interviewé des docteurs qui venaient de recevoir leur diplôme de docteur. Et j'interviewais leurs parents et je leur demandais de restituer le nom de la thèse de leur enfant. Et en gros, ils galéraient, ils n'arrivaient pas à le faire. Et cette vidéo a quand même vachement circulé. Elle a été reprise par d'autres universités, etc. Ce qui a aussi beaucoup attiré l'attention sur les recherches de nos doctorants à l'université. Et en fait, ben moi, à la base, je ne viens pas du milieu de la communication. J'étais étudiante en journalisme à l'université de Liège et j'ai fait un master en journalisme. J'ai d'abord travaillé dans les JT ici en Belgique. Et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler avec la rectrice de notre université, qui est la première femme rectrice à Liège. Et sur base de notre collaboration, elle m'a proposé de travailler sur la com étudiante, parce que je me rappelle que quand j'étais étudiante, eh ben, je lisais pas mes mails. J'arrivais pas à m'intéresser aux informations que mon université me donnait parce qu'il y avait trop d'informations et parce que j'étais déjà concentrée sur mes cours. Et donc, j'ai accepté de relever ce défi qui est d'apprendre à mieux parler aux étudiants sur des sujets qui ne les intéressent pas forcément, mais qui sont liés à l'université. Et c'est le challenge que j'essaye de relever depuis 2 ans et demi et dont je vous révélerai un peu les ficelles au cours de cette rencontre. Merci beaucoup, Alice. Alain? Claudine, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, j'interviens ici en tant qu'animateur d'un réseau d'écoles doctorales Sciences pour l'ingénieur que nous avons créé avec des collègues il y a un peu plus de 10 ans. Les Sciences pour l'ingénieur, c'est la mécanique, c'est l'électronique, c'est le génie civil, etc. Et l'objectif de ce réseau, c'est de promouvoir les sciences pour l'ingénieur auprès des jeunes. Il y a besoin d'avoir plus de candidats doctorants, de leur montrer les beaux sujets de thèse qu'il y a, la belle recherche qu'on peut faire, mais aussi, c'est ce qui m'amène ici, de leur montrer les beaux emplois, enfin les emplois qu'il y a dans le secteur. Ce qui nous a amené à regarder de façon très précise LinkedIn, qui est une mine d'informations, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, c'est l'objectif emploi qui nous intéresse au premier rang. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va débuter ces échanges, mais je vais donner la parole d'abord à Alice, parce que c'est vrai, elle nous a expliqué qu'elle n'était pas doctorante, mais par contre, c'est quand même une docteure, mais c'est une spécialiste de la communication, mais en même temps, c'est son quotidien d'utiliser un peu les outils des réseaux sociaux. Alors, quand on parle de stratégie, Alice, qu'est-ce que vous mettez en avant et comment vous percevez-vous cette notion de visibilité sur les réseaux sociaux? Alors, pour moi, la visibilité, c'est vraiment un investissement. Parce que plus on accumule de la visibilité sur toi, là, je vais vraiment parler de la façon dont je réfléchis avec les réseaux sociaux de mon université. Plus on accumule en général de la visibilité, plus au moment où on doit communiquer un message qui est peut-être un peu plus inaccessible, un peu plus barbant pour les personnes qui ne sont a priori pas intéressées par ce message, plus il y aura des personnes pour entendre ce message et plus ce sera déjà un public captif en fait et ce sera plus facile de leur parler.
Alors, comment accumuler cette visibilité? Ça a vraiment été la question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'ai capitalisé sur des contenus qui étaient liés au domaine universitaire, mais qui n'étaient pas forcément informatifs, mais qui allaient titiller les personnes qui allaient croiser ces contenus là où il faut, booster vraiment leur sentiment d'appartenance. Donc, soit les faire rire, ou bien aller, je sais pas, choisir quelque chose qui va un peu, titiller leur nostalgie des anciennes époques, et cetera. Et sur base de ça, faire grandir l'audience autour des réseaux sociaux de l'université de Liège, et puis après pouvoir mieux leur parler quand on a des informations qui les intéressent peut-être moins à la base, comme, des aides sociales, les aides à la réussite, des événements qu'on essaye de promouvoir, à l'université. Et donc, en fait, j'ai dû très vite identifier, ces leviers pour chaque public cible. De toute façon, il faut identifier les leviers de communication qui, hem, qui qui font en sorte d'accumuler de la visibilité autour de soi pour le public cible. Et pour le public étudiant qui est très jeune, ben, j'en ai identifié plusieurs. Par exemple, la nostalgie. Les jeunes générations, elles s'habillent avec, des vêtements des années 90, parfois 80. Elles écoutent de la musique, de la vieille musique avec, on le voit, des séries comme, Stranger Things et ce genre de choses qui ont eu, beaucoup, beaucoup de succès. En fait, on se rend compte qu'on regarde souvent en arrière quand on moins que mon âge, on est un peu nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue. Et donc, j'ai commencé à publier des contenus sur les comptes de l'université avec des vieilles images d'archives, de l'université, et ça a marché. Un autre levier, c'est, par exemple, l'autodérision. Donc on sait que les étudiants, ils aiment bien se moquer de leur université parfois. Et donc c'est bien aussi que nous, on le fasse et qu'on leur montre qu'on est complice, avec eux, dans ce genre de démarche. Et donc j'ai produit plusieurs vidéos où, on se moque un peu des défauts de l'université, même parfois en termes d'infrastructure. Et il y a aussi la taquinerie où là, on se moque plutôt des étudiants et des petites pratiques qu'ils ont au quotidien, des petites tactiques qu'ils ont pour, naviguer à travers la vie étudiante. Et ça aussi, c'est des contenus qui marchent, énormément. Et alors, ben, la réappropriation de tendances sur les réseaux sociaux, des templates ou des trends sur TikTok, Instagram, des sons qui marchent très, très bien et qui font qu'on peut les publier, les adapter au quotidien de l'université ou d'un étudiant. Tout ça accumule énormément de vues, d'audience, de likes. Et donc, on a grandi la quantité de followers qu'on avait, autour de l'université. Et après, ça a été beaucoup plus simple de les atteindre avec, des rendez-vous qu'il fallait promouvoir, des aides qu'il fallait leur faire connaître, ou pouvoir même les sonder sur des choses qui avaient à changer au sein de l'université. Donc pour moi, la visibilité, c'est un investissement et on n'est pas obligé de tout le temps, informer avec, de véritables informations d'intérêt général. Il faut parsemer autour de ça des choses qui vont juste titiller le sentiment d'appartenance et faire grandir l'audience pour après mieux atteindre les personnes. Et je vais passer la parole, mais je vais, publier des liens de ce genre de contenu qui illustrent, Super. des exemples de ce que je vous ai dit, dans, les commentaires du chat. Très bien, en tout cas, Alice, on a bien vu comment ça s'articulait. Alors moi, je vais tout de suite, repasser la parole à Rony, parce qu'on a parlé de stratégie de visibilité, de contenu. Alors Rony, je suis sûre que pour, nos auditeurs là, qui sont assez nombreux d'ailleurs, heu heu, il y a eu moi-même, hein, c'est vrai que je vous ai repéré assez rapidement parce que j'ai vu au moment où vous prépariez votre thèse, avec des contenus pertinents, pas du tout de publicité, mais chaque fois c'était très contextualisé. Alors moi, ce que je vais dire, c'est que vous avez communiqué tout au long de votre thèse jusqu'à la soutenance, hein. En plus, vous l'avez soutenue en anglais. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est, beh, comment vous avez fait et comment c'est venu cette idée d'être, un doctorant, puis un docteur présent sur les réseaux sociaux? Alors et en l'occurrence surtout LinkedIn. Alors, beaucoup de questions. Alors, peut-être que je vais commencer par le début de cette histoire. En fait, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est touché au montage audio, montage vidéo, enfin, faire des histoires, créer des choses.
Et en fait, au début de mon doctorat, je me suis dit, cette passion-là, avec le doctorat, ça va être peut-être un peu compliqué d'en faire quelque chose. Et pourtant, j'ai vraiment envie de la garder. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire et qui ne prendrait pas beaucoup de temps. Et là, je me suis dit, tiens, j'adore les podcasts. Pourquoi pas créer un podcast? Et quand je me suis dit ça, en fait, je réfléchissais, je me suis dit, mais sur quoi? Sur mon sujet de thèse, ça n'a aucun sens. Qui va écouter ça? Puis en plus, sur l'IA, les gens, ils connaissent, il y a déjà plein de choses qui se font, je ne suis pas forcément légitime. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant qui apporterait vraiment de la valeur? Et là, je me suis dit, en fait, ce que je suis en train de vivre, là, le doctorat, j'ai une décision que j'ai prise à la va-vite, parce que moi, j'ai eu que un mois ou deux pour réfléchir et je n'étais pas du tout dans mes plans de base. Et je me suis dit, en fait, peut-être que faire un podcast qui parlerait de ce sujet-là, ce serait intéressant. Et après, c'est à partir de ça c'est cet événement-là qui m'a aussi donné l'idée de, en fait, ce podcast, il existe, c'est génial, il peut apporter de la valeur aux personnes qui veulent faire un doctorat, et même ceux qui sont en doctorat, mais j'ai besoin de le rendre visible, parce qu'en fait, s'il est invisible, il ne servira à rien. Et donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, en fait, sur LinkedIn, je peux parler de ce podcast parce que c'est un réseau professionnel. Il y a des gens, c'est généralement quand on se pose des questions sur une carrière professionnelle ou sur un parcours particulier, on va sur LinkedIn. Et donc, du coup, j'ai commencé à parler surtout au départ juste du podcast, en fait. Voilà, j'ai sorti l'épisode 1, j'ai pensé à faire un podcast, etc. Et au fur et à mesure, en partant de là, je me suis dit, mais en fait, ce podcast, ça pourrait être juste un truc qui va nourrir une sorte de journal de bord que je pourrais faire sur LinkedIn pour parler de mon doctorat, qui permettrait de encore mieux comprendre ce que c'est que cette expérience. Et donc, en fait, j'ai créé un podcast qui peut faire de la pub pour ce que je dis sur LinkedIn et ce que je fais sur LinkedIn peut créer de la pub, entre guillemets, pour le podcast. Dans l'optique, à la fin, que ça crée énormément de valeur pour informer un maximum de gens sur ce que c'est que le doctorat, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'au départ, j'ai commencé à écrire un post peut-être par semaine sur LinkedIn en me disant, voilà, il y a un nouvel épisode, voilà ce que j'ai découvert cette semaine, voilà ce que je pense de l'aventure. Puis peu à peu, quand j'ai vu qu'en fait, je pouvais programmer mes posts et que j'avais plein d'idées qui arrivaient juste en vivant des choses dans ma thèse, j'ai commencé à programmer des posts pour qu'il y en ait à peu près un par jour pour vraiment parler de ce doctorat, amener à débattre, créer des discussions intéressantes entre les gens. Donc, c'est comme ça que ça s'est construit. Ça ne s'est pas directement fait d'un coup, genre je bombarde. C'est en fait, c'est une vraie volonté de documenter ce que c'est que ce parcours qui est hyper flou pour le grand public, pour le démocratiser, pour que en fait, il soit mieux valorisé, pour que derrière, ça montre aussi à ceux qui sont en doctorat qu'il y a des choses, il y a plein de choses possibles qu'on peut faire après. Parce que en fait, moi, quand je suis rentré, tout le monde me dit oui, tu pourrais être professeur, ça ne sert à rien, nanana. Sauf que moi, je ne voulais pas du tout être professeur, mais je savais qu'un doctorat, c'était vouloir faire de l'entrepreneuriat après un doctorat ou une carrière dans le privé, c'était parfaitement possible. Mais pourtant, ce discours-là, je ne l'entendais pas assez. Alors du coup, je me suis dit, faut en parler, il faut montrer aux gens. Alors du coup, j'ai fait un épisode sur le sujet, j'ai fait plein de posts sur le sujet. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer que c'est pas n'importe quoi, que c'est pas des études normales, c'est un vrai parcours professionnel. Et en plus, ça débouche à plein de choses. Et donc, en fait, c'était pour mettre au courant tout le monde de ça, finalement, que j'étais dans cette optique-là de beaucoup parler du doctorat sur LinkedIn. Voilà, c'est surtout ça. C'est pour démystifier vraiment cette expérience. Ça a été très riche en tout cas. Mais moi, je vais poser la question, je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, Rony, à Muriel, donc qui accompagne des docteurs, des doctorants. Quand vous écoutez le discours de Rony, comment vous vous positionnez par rapport à vos accompagnements? Parce qu'on le sait, les docteurs et les doctorants ont encore beaucoup de réticence à aller sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, celui qui fonctionne bien pour les docteurs, les chercheurs et ceux qui n'ont pas encore passé leur thèse, c'est quand même un outil d'attractivité, de visibilité, de montrer ses recherches. Donc, comment vous accompagnez vos doctorants et docteurs là-dessus, sur ce sujet? En fait, je vais rebondir sur ce que dit Rony, parce qu'en dernier, il a parlé de démystifier. Et moi aussi, j'essaye de démystifier le réseau. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand ils me contactent pour développer leur projet pro, et quand je leur parle de réseau, il y a toujours une réticence. C'est parce qu'ils ont vraiment du mal à sortir de leur bulle de thèse. Et tout de suite, quand je leur parle de réseau, ils me disent que le réseau, c'est pour trouver un job. Voilà.